Bien, mes chers concitoyens, mesdames et messieurs, je vous retrouve donc en ce début d'année 2021 pour vous entretenir une nouvelle fois avec le ministre des Solidarités et de la Santé de la crise sanitaire qui dure depuis maintenant 10 mois. C'est aussi pour moi l'occasion de présenter à chacune et chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères pour cette année nouvelle, avec évidemment une pensée toute particulière pour toutes celles et ceux qui ont subi les affres de cette pandémie, les familles et les proches de ceux qui en sont morts, celles et ceux qui ont été malades, parfois gravement, et le très grand nombre d'entre vous qui avez été affectés directement ou indirectement dans votre emploi, dans votre activité, dans votre vie quotidienne, familiale ou sociale, dans votre équilibre personnel, c'est-à-dire quasiment la nation tout entière. Un moment très difficile de notre histoire, dont j'ai une conscience aiguë. Des situations parfois dramatiques auxquelles nous devons faire face, avec courage, avec détermination et avec humanité. 2021 sera l'année de l'espérance, notamment grâce à la campagne de vaccination sur laquelle nous reviendrons longuement. Mais il me faut préalablement vous présenter la situation sanitaire aujourd'hui de notre pays. Même si le virus circule légèrement moins en France que chez la plupart de nos voisins, la situation est loin d'être revenue à la normale. Le niveau des contaminations dans notre pays reste élevé. Il a même tendance à progresser depuis la mi-décembre. Nous étions alors en moyenne à 10 000 contaminations par jour. Nous sommes aujourd'hui un peu au-dessus des 15 000 cas quotidiens, soit 3 fois plus que l'objectif, vous vous en souvenez, de 5 000 cas par jour que nous nous étions fixés. Certes, c'est beaucoup moins que les 50 000 cas par jour que nous avions enregistrés fin octobre, au moment du deuxième confinement. Certes, la circulation du virus reste moins active chez nous que dans la plupart de nos voisins européens, où les mesures de confinement ont été renforcées ces dernières semaines et même ces derniers jours. Au Royaume-Uni, le nombre de nouveaux cas explose depuis quelques semaines, avec un taux d'incidence près de 8 fois supérieur au nôtre, les poussant à un reconfinement total jusqu'en mars. La Suisse, qui avait été peu frappée par la première vague, a un taux d'incidence et un taux de mortalité 2 fois supérieur au nôtre. L'Allemagne, qui a un taux de positivité des tests près de 2 fois supérieur à la France, a dû se résoudre à un confinement pour casser cette courbe. Notre situation actuelle est sans nul doute la conséquence des mesures de confinement que nous avons prises au bon moment, dès la fin octobre, et qui ont eu un réel impact avec le couvre-feu. Cela tient certainement aussi au sens des responsabilités dont nous avons fait collectivement preuve au moment des fêtes de fin d'année. Ce n'est toutefois que la semaine prochaine que nous aurons suffisamment de recul pour en apprécier les effets et nous resterons très attentifs à l'évolution dans les jours à venir. Car, je le disais, la situation sanitaire de notre pays n'est pas revenue à la normale. Elle est même devenue plus fragile au cours des dernières semaines. Nous observons ainsi une pression sur notre système hospitalier qui reste très forte. Chaque jour, nous enregistrons près de 2500 nouvelles hospitalisations et plus de 200 admissions en réanimation, soit une personne toutes les 7 minutes. Et cette pression ne s'est pas réduite au cours du dernier mois. Nous sommes toujours à plus de 25 000 personnes hospitalisées, dont 2600 malades en réanimation. Un lit de réanimation sur 2 est occupé par un malade de la Covid. Pour les accueillir, nous devons faire de la place en continuant à déprogrammer des opérations chirurgicales moins urgentes. Il est donc hors de question de désarmer notre système hospitalier. Nous constatons également que la situation se dégrade dans certains territoires plus rapidement qu'ailleurs. C'est le cas dans les régions situées à l'est du pays, ce qui nous a conduit à prendre la semaine dernière des mesures spécifiques dans 15 départements. C'est aussi le cas de certains territoires d'outre-mer, notamment la Guyane. À cela s'ajoute l'inquiétude
liée à l'évolution de la situation au Royaume-Uni. La flambée de cas que connaît ce pays, et dont je vous parlais à l'instant, pourrait être due à l'apparition d'une souche variante du virus. Un autre est également apparu en Afrique du Sud. Si ces nouvelles souches virales semblent être encore peu répandues dans notre pays, elles pourraient, selon les connaissances scientifiques encore préliminaires dont nous disposons, être davantage contagieuses. Compte tenu de ces éléments et du degré d'incertitude encore élevé, nous avons immédiatement réagi pour empêcher le plus possible que ces virus ne puissent se propager sur notre territoire. Nous avons décidé le 20 décembre dernier de fermer les frontières avec le Royaume-Uni et cette mesure sera prolongée jusqu'à nouvel ordre. Seules certaines catégories de personnes très précises sont autorisées. Elles doivent obligatoirement présenter un test négatif réalisé sur le territoire britannique pour entrer sur notre territoire. Je cède la parole au ministre de la Santé, Olivier Véran, qui va vous présenter les informations qui sont à notre disposition sur ces deux souches virales. Effectivement, Monsieur le Premier ministre, si un virus comme le Covid-19 est amené à muter régulièrement, deux variants de ce virus, issus de mutations repérées au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, nous inquiètent et nous mobilisent en particulier. Le variant sud-africain est encore mal connu. Il fait l'objet de recherches à l'échelle mondiale. Nos techniques de génétique ont permis à ce jour de le repérer chez 3 patients sur le territoire national. Le variant anglais, lui, fait l'objet de davantage d'études connues et de publications. Et ce que nous savons ou suspectons à date sur ce variant anglais, je vais le résumer. D'abord, il est considéré comme plus contagieux, de l'ordre de 40 jusqu'à 70% plus contagieux que le variant que nous connaissons en France. Deuxièmement, en environ 2 mois, il est devenu le variant majoritaire en Angleterre, c'est-à-dire qu'il a pris la place du variant tel que l'Angleterre le connaissait et qui est le variant actuellement en diffusion en France. Troisièmement, parce qu'il est plus contagieux, il est responsable d'une aggravation importante de l'épidémie en Angleterre. Je rappelle par ailleurs que l'Angleterre, comme l'Écosse, ont décidé d'un nouveau confinement. Quatrièmement, il donnerait le même type de symptômes que le variant classique, sans davantage de cas graves. Mais comme il est plus contagieux, forcément, les cas symptomatiques et donc les cas graves sont également plus nombreux. Cinquièmement, il serait plus contagieux également chez les enfants, d'après certaines études préliminaires, mais il ne serait pas plus grave chez l'enfant que le virus que nous connaissons, fort heureusement. Nous voulons éviter à tout prix la diffusion de ce variant en France. À ce jour, nous avons identifié 19 cas en circulation sur le territoire national, dont 2 dans le cadre de clusters dits à risque, un en Île-de-France et un en Bretagne. Nous nous attendons clairement à en identifier davantage. Voici ce que nous mettons en place pour pouvoir être particulièrement vigilants et actifs. D'abord, tous les laboratoires, mais aussi les centres de recherche et bien sûr Santé publique France, sont mobilisés pour traquer le variant partout. Ce jeudi et demain, tous les tests PCR douteux, c'est-à-dire pouvant suggérer qu'il s'agit d'un cas de variant anglais, seront analysés sur nos plateformes pour ce qu'on appelle du séquençage génétique, permettant de dénombrer le nombre précis de cas de variants à date sur le territoire national pour la journée donc d'aujourd'hui et de demain. Deuxièmement, une surveillance accrue est organisée dans les écoles en lien avec Jean-Michel Blanquer, ainsi que des opérations de dépistage. Troisièmement, toute personne venant de Grande-Bretagne, mais également d'Afrique du Sud, doit présenter le résultat d'un test négatif datant de moins de 72 heures avant le départ s'il souhaite venir en France. Nous prenons la menace de ce variant anglais et la menace de ce variant sud-africain très au sérieux et nous prendrons toutes les mesures qui s'imposeront si ces variants devaient s'avérer diffusés sur le territoire national. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Face à cette situation donc fragile, il n'est donc pas question que nous baissions la garde dans les semaines à venir. Nous devons non seulement maintenir les mesures en vigueur visant à freiner la circulation du virus, mais être prêts, je le dis, à les renforcer dès l'instant où cela s'avérerait nécessaire en fonction de l'évolution des prochains jours et des prochaines semaines.
La situation relativement maîtrisée de l'épidémie en France ne doit en effet pas nous induire en erreur. La deuxième vague est toujours là. Nous sommes loin de l'objectif des 5000 cas par jour qui correspond au seuil de maîtrise de l'épidémie. La pression sur notre système de santé reste élevée et nous ne sommes toujours pas sortis d'affaire. Nous devons retrouver une dynamique de baisse. C'est la condition pour reprendre le contrôle de l'épidémie. Pour y parvenir, cela me conduit à arrêter les dispositions suivantes. Premièrement, toutes les activités, tous les établissements, tous les équipements qui sont aujourd'hui fermés le resteront encore jusqu'à la fin de ce mois. Les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les équipements sportifs ou de loisirs ne connaîtront dans les semaines qui viennent aucun assouplissement. Nous avions fixé, s'agissant du secteur de la culture, avec Roselyne Bachelot, un point de revoyure début janvier. La situation sanitaire que je viens de vous décrire ne nous permet malheureusement aucune évolution aujourd'hui. Les conditions d'une reprise à compter de début février seront ainsi concertées avec les représentants de ces secteurs que j'ai rencontrés à la fin de l'année dernière. Nous souhaitons leur donner de la visibilité en travaillant avec eux à l'élaboration d'une méthode d'ouverture encadrée et progressive. Nous ferons un point le 20 janvier prochain afin d'examiner alors, en fonction de la situation sanitaire, s'il est possible de confirmer la possibilité et les conditions d'une reprise de l'activité à partir de début février. Nous avons conscience que la situation est aujourd'hui très difficile pour les artistes et les professionnels de la culture et la ministre est totalement engagée et déterminée à leur côté. Il en va de même du secteur sportif que nous accompagnons fortement avec les ministres concernés. Les mêmes considérations me conduisent à prendre la même décision pour les stations de ski dont les remontées mécaniques ne pourront pas rouvrir tout de suite. Je comprends là encore l'inquiétude des élus et des professionnels de la montagne. Je sais combien ils ont besoin de visibilité, notamment sur la possibilité d'ouvrir pendant les vacances de février. C'est vital pour ces territoires pour lesquels cette activité saisonnière fait vivre des familles entières toute l'année. C'est un objectif que nous pouvons nous fixer, mais il serait prématuré de prendre une décision aujourd'hui compte tenu des incertitudes sanitaires qui demeurent. Là encore, nous ferons un point le 20 janvier, à 2 semaines du début des vacances scolaires. L'État continuera donc d'accompagner les acteurs économiques et les territoires de montagne. Il poursuivra également son action diplomatique vis-à-vis des pays voisins dotés de stations de sport d'hiver. Nous ferons également ce point de situation avec les restaurateurs, les propriétaires de bars et des salles de sport, pour qui, malheureusement, la perspective d'une réouverture en janvier n'est pas réaliste et sera d'ores et déjà reportée à minima jusqu'à mi-février. Bien évidemment, pendant toute cette période de fermeture ou d'activité limitée, le gouvernement continuera à soutenir économiquement l'ensemble des secteurs et des acteurs qui sont impactés directement par nos mesures. Qu'il s'agisse du recours à l'activité partielle, aux prêts garantis, aux fonds de solidarité rénovés, aux différentes aides sectorielles, tous nos dispositifs seront maintenus dans les mêmes conditions et les ministres compétents seront chargés de rencontrer les filières concernées pour examiner d'éventuels besoins d'accompagnement complémentaire, notamment pour ceux des secteurs qui sont fermés sur une très longue durée. Pour les aides au titre du mois de décembre, le formulaire sera mis en ligne sur le site impôts.gouv.fr dès le 15 janvier. Jusqu'au 20 janvier également, nous prolongeons le régime de couvre-feu à 20 heures. Depuis samedi dernier, je le disais tout à l'heure, il a été avancé à 18 heures dans 15 départements où nous avons observé une reprise particulièrement sensible de la circulation virale, avec un taux d'incidence de plus de 200 cas pour 100 000 habitants. Cette mesure s'appliquera au moins 15 jours. Les derniers chiffres nous amènent à identifier 10 départements supplémentaires, plutôt situés dans l'est de la France, où pourrait également se poser la question d'une mise en œuvre de ce couvre-feu avancé. Comme nous l'avons fait la semaine dernière, les préfets
vont conduire très rapidement les concertations nécessaires avec les élus de ces territoires pour bien analyser la situation et en fonction de leur retour, des décisions seront prises d'ici demain soir pour entrer en vigueur à compter de dimanche. L'ensemble des dispositions que je viens d'énoncer sont nécessaires, mais je ne peux exclure que nous ayons à prendre des mesures nationales supplémentaires si nous faisons le constat dans les prochains jours que nous en avons besoin. Je souhaite évidemment que nous puissions l'éviter, mais comme beaucoup de pays qui viennent de prendre de telles mesures récemment, nous devrons réagir vite si nous faisons le constat d'une nouvelle accélération du virus. Ainsi, la forte présence de l'épidémie, les conditions climatiques actuelles et à venir nous rappellent que malgré les perspectives de la vaccination, nous ne devons pas baisser la garde. Nous devons maintenir des mesures de freinage, continuer à toujours respecter les mesures barrières. Nous devons également poursuivre et renforcer notre stratégie tester, alerter, protéger. Nous avons aujourd'hui en France un dispositif de dépistage particulièrement développé. Je vous rappelle qu'il repose sur la gratuité. Les tests sont totalement gratuits en France pour tout le monde. C'est unique en Europe. Pour une personne asymptomatique souhaitant se faire tester, il faut ainsi débourser près de 100 € en Allemagne ou en Espagne, jusqu'à 350 € au Royaume-Uni, et même être tiré au sort en Grèce. En France, chacun peut se faire tester à côté de chez lui, dans son laboratoire, chez son pharmacien, chez son médecin, dans un cabinet infirmier, même chez son dentiste. On compte plus de 12 000 points de test en France. Notre dispositif était calibré en mai dernier pour 700 000 tests par semaine. Nous l'avons porté à 1 million par semaine en septembre, 2 millions en novembre, et pendant la semaine précédant Noël, nous avons réalisé 3,5 millions de tests sans augmentation des délais d'attente. C'est plus que tout autre pays en Europe. Depuis mai, nous n'avons pas eu de cesse d'optimiser notre politique de dépistage afin d'améliorer le délai de prise de rendez-vous et de rendu des tests. Nous n'avons jamais caché nos difficultés en septembre dernier, lorsque les délais se sont allongés sous l'effet de l'accélération de la demande. Nous les avons précisément identifiés et y avons apporté des réponses, de telle sorte qu'aujourd'hui, 86% des résultats sont rendus à moins de 24 heures. C'est une réussite dont nous pouvons être fiers et je salue toutes les personnes qui y contribuent au quotidien. D'autres améliorations sont nécessaires pour gagner en efficacité et mieux garantir l'effectivité de l'isolement des personnes positives et de leurs cas contacts. Cela passera par des outils et des moyens nouveaux. À partir du 10 janvier, dès que vous avez des symptômes ou que vous êtes cas contact, il vous suffira de vous inscrire sur le site de l'assurance maladie pour obtenir un arrêt de travail immédiat indemnisé sans jour de carence. L'assurance maladie procédera à un suivi systématique avec 2 à 3 appels téléphoniques sur 7 jours. Chaque personne déclarée positive se verra proposer, à compter du 20 janvier, une visite à domicile par un infirmier. Mais nous pouvons désormais compter sur une arme encore plus puissante, le vaccin, qui constitue notre principale source d'espoir pour sortir de cette crise. La campagne vaccinale contre la Covid a commencé le 27 décembre dernier et va se poursuivre dans les mois à venir. Elle suscite des attentes qui sont légitimes, mais aussi des interrogations qui le sont tout autant. En revanche, elle a donné lieu ces derniers jours de la part de certains à des propos et des critiques parfois outranciers. Oui, c'est vrai, notre programme de vaccination a démarré plus lentement que dans d'autres pays. Ce décalage s'explique par notre choix de respecter les principes et les priorités qui nous ont été fixés par la Haute Autorité de Santé. Ces principes, ce calendrier, ces priorités avaient été annoncés, partagés, concertés avec les professionnels de santé, avec les associations d'élus, au cours de nombreuses réunions, y compris à mon niveau. Ils vous avaient été présentés ici même le 2 décembre dernier. Ils ont été détaillés devant le Parlement les 15 et 16 décembre. Je souhaite vous en rappeler les fondements et les objectifs. Vous présenter aussi l'organisation que nous avons retenue pour en assurer le déploiement, mais aussi les dispositions que nous avons prises pour en accélérer la mise en œuvre.
Car oui, en effet, comme l'a souhaité le président de la République, nous devons gagner du temps et aller plus vite. Premier principe, tous ceux qui le souhaitent doivent pouvoir accéder au vaccin. Le faire sur la base du volontariat, évidemment, de manière gratuite et dans le respect de garanties strictes en matière de recueil du consentement et de surveillance des éventuels effets indésirables. Deuxième élément clé, pour répondre à cet engagement, la France a précommandé plus de 200 millions de vaccins qui nous seront livrés tout au long de l'année 2021. Je vous rappelle que nous avons, avec nos partenaires européens, précommandé depuis juin dernier tous les vaccins les plus prometteurs. Et je veux être clair que c'était le seul mécanisme de nature à garantir le plus grand nombre de doses pour nos concitoyens au vu de la saturation actuelle du marché. Il nous a déjà permis de constituer un portefeuille très large de vaccins en cours de développement. Nous en avons même commandé beaucoup plus que nécessaire. Pourquoi ? Car il est possible que certains de ces vaccins n'obtiennent pas les autorisations ou les obtiennent plus tard qu'annoncé. Cela ne dépend pas de nous et nous avons donc pris des marges de sécurité pour ne pas être en pénurie. La ministre en charge du dossier, Agnès Pannier-Runacher, pourra tout à l'heure répondre à vos questions sur ce sujet. Pour autant, cela signifie que tout le monde ne pourra pas être vacciné tout de suite, en France comme ailleurs. Notre objectif est donc clair, et il l'a toujours été, vacciner en priorité le plus vite possible les 15 millions de personnes âgées et souffrant de pathologies chroniques. Pourquoi eux ? Parce que les premiers vaccins qui arrivent permettent surtout de prévenir, quand on attrape la Covid, de développer une forme grave de la maladie. Cela veut donc dire qu'il faut protéger celles et ceux qui sont les plus à risque d'être hospitalisés, voire de décéder. C'est-à-dire les 15 millions de personnes âgées ou atteintes d'une pathologie chronique. Si nous parvenons à vacciner ces 15 millions de personnes, nous les aurons protégées du risque sanitaire et nous aurons protégé nos hôpitaux. Nous avons bon espoir que d'autres vaccins obtiennent dans les semaines à venir les autorisations nécessaires pour que nous puissions bénéficier de davantage de doses et donc vacciner davantage de personnes encore d'ici l'été. À très court terme, d'ici fin janvier, les quantités reçues et qui arrivent au cours du mois nous permettront d'être en capacité de vacciner au moins 1 million de personnes, soit le même nombre que nos voisins européens au prorata de notre population. Ce rythme est celui des capacités industrielles qui sont aujourd'hui en forte tension. Nous veillerons à acheminer des doses de vaccins sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les départements d'outre-mer. Troisième élément clé, la Haute Autorité de Santé nous a demandé de démarrer la vaccination par les personnes en EHPAD et en unité de soins de longue durée, car ce sont elles qui ont payé le plus lourd tribut à la crise. Si elles ne représentent que 1% de la population, elles représentent un tiers des morts de la Covid. Même si cela est plus long, même si cela est plus difficile d'aller vacciner ces personnes et que cela ne permet pas immédiatement de faire du chiffre, il est indispensable de le faire. Cette première phase est également ouverte aux personnes en situation de handicap vulnérables qui sont hébergées en maison d'accueil spécialisée et en foyer d'accueil médicalisé. C'est un impératif sanitaire et c'est un impératif éthique. Et ce choix des EHPAD explique très largement le démarrage très progressif des premiers jours. Chacun peut en effet entendre qu'on ne recueille pas le consentement d'une personne de 90 ans atteinte de la maladie d'Alzheimer comme on le ferait pour un jeune de 20 ans. Nous voulons faire les choses bien, dans le respect de ces personnes, en présence de leurs médecins traitants avec l'accord de leur famille. Ce sont les directeurs d'EHPAD, des professionnels de santé, les associations de patients qui nous ont demandé de leur laisser le temps d'organiser cela. Les vaccinations en EHPAD ont démarré depuis le 27 décembre et s'accéléreront comme prévu dans les prochains jours jusqu'à fin janvier, début février. J'ai demandé à Madame Lasserre, qui est directrice d'un EHPAD à Paris, de venir nous présenter, vous expliquer la manière dont se passe concrètement la préparation d'un EHPAD à la vaccination. Merci, Madame.
Monsieur le Premier ministre, merci de me donner la parole. Je suis devant vous en qualité de directrice d'un EHPAD qui accueille 94 personnes, en grande majorité des personnes âgées, vulnérables, en perte d'autonomie, polypathologiques et pour beaucoup atteints de maladies neuroévolutives. Et je viens vous faire partager mon expérience de terrain. Comme beaucoup d'autres établissements, notre établissement a été fortement touché lors de la première vague du Covid. Un tiers de nos résidents ont été atteints, 9 en sont décédés et 23 collaborateurs ont été affectés. Et je tiens ici à rendre hommage à toutes les familles qui ont été frappées par cette pandémie. Depuis près d'un an, nous avons lutté avec tous les moyens dont nous disposions, modifié les protocoles et adapté notre organisation afin de limiter au maximum l'impact du virus. Et l'arrivée de ce vaccin est une vraie source d'espoir pour tous, pour nos résidents, pour leurs proches et pour toutes nos équipes. Depuis le 23 décembre, date de la publication de l'avis de l'HAS, nous sommes pleinement mobilisés pour mettre en œuvre la vaccination conformément à la stratégie définie par le gouvernement, avec l'appui des services support, pour ma part, de mon groupe ACPPA. Et nous avons établi des liens et des communications régulières avec les résidents, les familles et ou les représentants légaux qui ont permis de recenser les 20 premiers volontaires dans mon EHPAD. En lien avec notre médecin coordonnateur, les médecins traitants se sont mobilisés pour réaliser les visites prévaccinales, recueillir les consentements et, lorsque cela était nécessaire, prendre l'avis des proches ou des représentants légaux, sans cadre formel, mais le médecin faisant le lien avec le dossier médical de son patient. Cette première phase faite d'échanges et d'informations est essentielle et nous y consacrons tout le temps nécessaire. Elle se déroule dans le respect des personnes que nous accueillons, celui de leurs droits et selon le principe déontologique du libre choix. Cette temporalité nous permet de mener cette campagne dans un climat empreint de confiance et de sérénité. En amont, ces temps d'échange entre résidents, familles et soignants s'avèrent importants et très positifs, et je peux témoigner que souvent ils permettent de lever les doutes et d'évacuer les inquiétudes. Ainsi, une de nos résidentes, par exemple, était totalement réfractaire à la vaccination dans un premier temps, et elle s'y rallie après un cheminement au cours duquel elle a pu poser toutes les questions nécessaires à une prise de décision éclairée. Elle a également pu partager ce temps de réflexion avec sa famille. Sur ce point, il est à noter que beaucoup de familles nous contactent spontanément par téléphone ou par courriel pour mieux s'informer et pour nous faire part de leurs souhaits. En lien avec l'Agence régionale de santé et la PHP, l'acheminement des doses de vaccins sera organisé avec la coopération de notre pharmacienne d'officine de ville, ce qui permet de garantir le strict respect des protocoles et de la chaîne du froid. De même, comme dans cette première phase pilote, nos résidents qui le souhaitent seront vaccinés par groupe de 5. Ils bénéficieront d'une surveillance rapprochée pendant une trentaine de minutes, autour d'un papotage et dans un esprit de convivialité néanmoins. Et compte tenu de la fragilité plus grande de certains, l'équipe médicale et paramédicale restera vigilante et assurera un accompagnement ainsi qu'une attention renforcée pendant 48 heures. À ce jour, les 20 premiers résidents qui ont été vaccinés lors de la première phase pilote le 30 décembre dernier se portent parfaitement bien. Tous ont exprimé leur satisfaction du déroulé de l'événement, ainsi que des modalités de suivi, et ils sont désormais nos meilleurs ambassadeurs. Leurs témoignages rassurants ont été de nature à encourager le passage à l'acte de nombreux de nos co-résidents, et aujourd'hui, 30 résidents ont déjà passé une visite médicale et ont fait part de leur souhait de recevoir ce vaccin le 18 janvier prochain. Par ailleurs, nos collaborateurs sont également de plus en plus nombreux à avoir donné leur accord. Comme les 7000 autres EHPAD de France, on va poursuivre cette campagne qui, pour nous, est porteuse vraiment de tant d'espoir et nous sommes prêts. Merci beaucoup, madame. Comment, comme le président de la République nous l'a demandé, aller encore plus vite? Il ne s'agit pas de modifier, comme je l'ai entendu ici ou là, notre stratégie. Mais il s'agit par tout moyen d'anticiper, d'optimiser, de simplifier sa mise en œuvre et son déploiement. C'est pourquoi nous avons décidé d'avancer ce que nous appelons la phase 2 de notre stratégie vaccinale, après les EHPAD, qui ne devait démarrer qu'en février, et cela dans 3 directions. Première évolution, les professionnels de santé et les aides à domicile de plus de 50 ans peuvent se faire vacciner depuis lundi. Au total, ce sont déjà plus de 45 000 personnes
qui ont été vaccinés au cours des 5 derniers jours. Deuxième évolution, les personnes de plus de 75 ans pourront se faire vacciner à partir de lundi 18 janvier. Ces vaccinations se dérouleront dans des centres de vaccination. Un centre par département a déjà été ouvert, donc 100 sur le territoire. À partir de lundi prochain, il y en aura 300, puis 600, progressivement jusqu'à la fin du mois de janvier. J'ai par ailleurs décidé que le déploiement de la stratégie vaccinale dans les territoires s'effectuera selon les principes suivants. Les directeurs généraux des ARS et les préfets de région sont les garants du déploiement de la stratégie vaccinale, de sa transparence et du respect de ses règles éthiques. Les préfets de département, avec l'appui des délégués territoriaux de l'ARS, seront les patrons, un pilote par département des opérations logistiques de vaccination. Ils impliqueront le maximum de professionnels de santé dans le cadre des structures existantes, médecins, infirmiers, pharmaciens, que ces derniers soient libéraux ou en établissement avec mobilisation possible des retraités. Ils travailleront avec les élus locaux, les maires en particulier, parce que c'est un sujet de proximité, et les présidents d'agglomération, sièges des centres de vaccination, tous ces élus qui ont, et je les en remercie pour beaucoup, fait d'ores et déjà acte de candidature pour contribuer à cette formidable opération. Évidemment, les organisations retenues pourront varier selon les départements et les territoires. Je fais confiance aux acteurs des territoires. Parallèlement, nous simplifions les démarches. Les différentes étapes qui avaient été prévues pour les personnes très vulnérables à EHPAD, et que vous a rappelé Madame la directrice, et en décembre, quand nous avions encore peu de recul sur le vaccin, seront allégées pour les populations moins fragiles. Où se faire vacciner? Comment prendre rendez-vous? Quelles sont les démarches à entreprendre? Le ministre de la Santé va maintenant vous donner davantage de précisions. Nous mettons tout en œuvre pour vous permettre de vous faire vacciner dans de bonnes conditions. Il y a 48 heures, j'ai annoncé que nous disposions désormais de suffisamment de garanties, retours d'expérience, mais aussi recommandations pour pouvoir amplifier, accélérer et simplifier notre stratégie vaccinale. Les retours d'expérience, ce sont ces millions d'humains désormais vaccinés de par le monde. Le vaccin est sûr. Les effets indésirables graves sont extrêmement rares. On nous dit, d'après les premières remontées, mais qui sont consolidées jour après jour, de l'ordre d'environ 1 patient pour 100 000 vaccinés. Ce sont des événements de nature essentiellement allergique et qui interviennent chez des personnes qui sont par ailleurs connues pour être très allergiques, même sans contexte de vaccination, au point que le plus souvent, elles ne sortent pas de chez elles sans avoir un kit d'adrénaline sur elles. Les garanties, ce sont les circuits logistiques qui ont montré qu'ils étaient pleinement opérationnels et qui font que dans chaque département, des vaccins ont été ou sont livrés. Les recommandations, ce sont les autorités scientifiques et sanitaires qui nous disent que nous pouvons anticiper la vaccination des publics prioritaires au-delà des seuls résidents âgés en établissement collectif. Après 48 heures, voici donc nos premiers résultats. Je disais amplifier et accélérer. Nous avons accéléré le rythme de livraison de nombreux EHPAD dans de nombreux territoires. Nous avons initié la vaccination des soignants, des pompiers, des aides à domicile, âgés de 50 ans et plus, ou porteurs de ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire des maladies qui les exposent à des risques de forme grave. Nous ouvrons également avec Sophie Cluzel la vaccination aux personnes handicapées qui vivent en établissement spécialisé, mais aussi au personnel qui y travaillent s'ils sont âgés de 50 ans ou plus, ou s'ils sont eux-mêmes porteurs de comorbidités. Ensuite, nous avons multiplié par près de 4 le nombre d'hôpitaux livrés en vaccins. Nous avons ouvert au moins un centre de vaccination par département et même plusieurs centres dans bon nombre de départements. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit, nous avons permis la vaccination avant-hier d'environ 5 000 personnes. Hier, c'était 12 500 personnes. Nous n'avons pas les chiffres définitifs du jour, mais ce sera au moins 25 000 personnes supplémentaires vaccinées aujourd'hui, avec une montée en puissance qui va se poursuivre jour après jour, jusqu'à atteindre ce rythme de croisière que nous voulons de plusieurs dizaines de milliers de Français vaccinés par jour. Et nous visons 1 million de personnes
vaccinés d'ici à la fin du mois de janvier. C'est bien, c'est mieux, mais vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, nous souhaitons aller plus loin, plus fort et plus vite. Les autorités sanitaires françaises viennent de valider un principe important, selon lequel il est possible, sans risque et sans perte d'efficacité, de différer la deuxième injection du vaccin Pfizer, ce qu'on appelle un rappel vaccinal, jusqu'à 6 semaines au lieu de 3. Cela nous permet de disposer de davantage de doses disponibles tout de suite. En tout, ce sont 1 046 000 doses de vaccin Pfizer dont nous disposons actuellement, moins celles donc qui ont été injectées. Et chaque semaine, nous recevrons 500 000 doses supplémentaires de ce vaccin, et ce jusqu'à la fin du mois de février. En mars, le rythme doublera, environ 1 million de vaccins livrés par semaine, grâce à l'ouverture de nouvelles lignes de production. Par ailleurs, un autre vaccin à ARN messager, donc le même mécanisme que le vaccin Pfizer, celui-ci c'est Moderna, a été autorisé dans les mêmes conditions d'utilisation hier par l'Agence européenne du médicament, et quelques 50 000 premiers vaccins seront livrés dès lundi. En tout, nous attendons un peu plus de 100 000 vaccins pour le mois de janvier pour Moderna, 500 000 supplémentaires en février, un peu plus d'1 million en mars et en avril, et plus de 2 millions en mai et en juin. Enfin, ce ne sont pas 1, 2, 3, mais 6 centres de vaccination qui seront ouverts en janvier dans chaque département destiné à la population. C'est le choix de la proximité que nous faisons pour les Français, à raison d'environ donc un centre pour 100 000 habitants, soit environ 10 fois plus de centres pour la population que nombre de nos voisins, comme par exemple nos voisins allemands. Le moment est donc venu de nous préparer à élargir la liste des personnes pouvant bénéficier de la vaccination. Je parle des quelques 5 millions de Français qui sont âgés de 75 ans et plus. Si vous êtes dans cette situation, vous pourrez à partir de la semaine prochaine prendre rendez-vous en vue d'être vacciné, et la vaccination pourra commencer le 18 janvier prochain. Je le dis tout de suite, cette vaccination, elle sera nécessairement progressive, elle prendra plusieurs semaines, au fur et à mesure, chacun peut le comprendre, que les laboratoires nous fourniront les doses de vaccins. Nous faisons en France, mais aussi à l'échelle européenne, avec Agnès Pannier-Runacher, avec Clément Beaune, le maximum pour sécuriser un maximum de doses. Le monde entier est dans la même situation, qui achète les mêmes vaccins, et nous accompagnons les entreprises, y compris en Europe d'ailleurs, pour augmenter les chaînes de production. En pratique, si vous avez 75 ans ou plus, donc, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, vous aurez 2 moyens pour prendre rendez-vous pour vous faire vacciner. Il y aura un numéro de téléphone qui sera communiqué prochainement, qui vous orientera vers les différents centres au plus près de chez vous. Il y aura également un site internet, c'est le site santé.fr, qui vous indiquera la marche à suivre pour vous signaler et prendre rendez-vous avec une carte interactive. Vous cliquez sur votre région, vous avez la liste des centres qui apparaît et vous pourrez prendre rendez-vous d'ailleurs directement sur ce site internet. Nous voulons donner accès à cette ligne téléphonique et au site internet le jeudi prochain, 14 janvier. Ces 2 moyens de prise de rendez-vous seront progressivement enrichis à mesure que les centres de vaccination seront ouverts en supplémentaire et équipés en vaccins. Je remercie d'ailleurs les ARS, les préfectures, les élus locaux, les soignants qui se mobilisent pour ouvrir et faire fonctionner ces centres. Chaque commune, évidemment, de notre territoire national n'aura pas son propre centre. Ce serait incohérent vu le nombre de doses et de personnes à vacciner. La répartition départementale, elle est décidée en concertation avec les services de l'État dans le cadre de cellules territoriales. Amplifier, accélérer. Et je disais aussi simplifier. J'y viens. Mais d'abord, je voudrais revenir sur un certain nombre d'incompréhensions ou de contre-vérités qui ont pu circuler ces derniers jours. Non, il n'a jamais été question d'exiger un consentement écrit pour se faire vacciner. Le consentement n'a pas plus de valeur en droit que le consentement qu'il soit écrit ou qu'il soit oral. Ce qui est exigé, c'est qu'une personne qui va se faire vacciner, elle ait reçu, comme pour tout acte médical, une information claire, loyale et appropriée, et évidemment qu'elle ne s'oppose pas à la vaccination. Ce n'est par définition pas le cas d'une personne âgée de 75 ans qui prendrait rendez-vous pour aller se faire vacciner dans un centre. Mais pour une personne âgée vulnérable, et Madame la directrice d'EHPAD, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, qui n'est pas forcément en capacité d'exprimer d'ailleurs sa propre volonté, il faut s'assurer qu'elle ne s'y oppose pas ou prendre le temps de consulter la personne référente ou la famille. Non, il n'a jamais été
question de recueillir un consentement 5 jours avant de vacciner. Ce que nous demandons aux EHPAD, c'est d'indiquer le nombre de doses que nous devons envoyer dans cet EHPAD le jour J. Imaginez une seconde qu'on envoie 100 doses de vaccin dans un EHPAD où il y a 100 résidents et que le jour J de la vaccination, il n'y ait que 40 personnes qui acceptent ou qui soient en état de se faire vacciner. Ce serait 60 doses de perdues et là, ce serait inexcusable. En pratique, chaque EHPAD connaît sa date de livraison en vaccin et nous leur demandons de faire remonter leurs besoins précis quelques jours avant que nous intervenions. La vaccination en EHPAD a commencé progressivement, elle va prendre de l'ampleur dès la semaine prochaine dans plusieurs régions, France entière à compter de la semaine suivante. C'est un délai qui correspondait, vous l'avez très bien dit, à la demande initiale des établissements pour personnes âgées et nous travaillons d'arrache-pied avec Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l'autonomie. En revanche, le recul dont nous disposons désormais nous permet, c'est vrai, de simplifier le parcours de la personne vaccinée sans rien rogner sur la sécurité et sur la qualité. Le Conseil d'orientation pour la stratégie vaccinale, qui est présidé par le professeur Alain Fischer, nous y encourage. Voici donc en pratique comment cela va se passer. Si vous avez 75 ans ou plus, vous êtes d'abord libre, si vous le souhaitez, d'aller consulter votre médecin pour lui poser toutes vos questions, vérifier l'absence de contre-indication, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez le faire, mais vous n'y êtes pas obligé. Vous vous inscrivez donc par téléphone ou sur le site santé.fr, vous réservez votre créneau dans le centre le plus proche de chez vous. Sur place, un médecin, ou tout autre soignant d'ailleurs, vous posera quelques questions ou vous fera même remplir un auto-questionnaire très simple qui visera juste à vérifier que vous pouvez être vacciné normalement et dans de bonnes conditions. Quelques questions, je les résume. Avez-vous eu le Covid au cours des 3 derniers mois? Avez-vous été vacciné contre la grippe au cours des 3 dernières semaines? Souffrez-vous d'allergies graves? Avez-vous de la fièvre ou d'autres symptômes? Prenez-vous certains traitements particuliers à signaler au cas où? Êtes-vous enceinte? On est d'accord, il y a peu de risques après 75 ans, mais je voudrais être exhaustif. Si vous le souhaitez, vous pourrez voir un médecin, puisqu'il y aura toujours un médecin présent sur le centre où vous serez vacciné. Sinon, vous pouvez directement passer à l'étape de la vaccination, c'est-à-dire qu'une fois le questionnaire rempli et validé médicalement, vous serez invité à recevoir l'injection du vaccin par un médecin, un infirmier ou d'ailleurs tout autre soignant habilité à le faire. Il s'agit d'une injection intramusculaire dans l'épaule le plus souvent, comme la plupart des vaccins. À l'issue de l'injection, vous serez amené à rester environ 15 minutes sur place, par mesure de sécurité, et ensuite vous pourrez rentrer chez vous. Vous serez vacciné. Il restera à faire la même chose entre 3 et 6 semaines après la première injection, et vous serez donc protégé contre les formes graves du Covid. Ce que je viens de décrire, c'est ce qui va rythmer notre campagne de vaccination au cours des 2 prochains mois. Une fois encore, nous ferons le maximum pour répondre au maximum de demandes le plus vite possible. Ensuite, il y a une autre phase de la vaccination, ou plutôt 2 autres phases d'ailleurs, qui démarreront. D'abord, l'ouverture aux 65 ans et plus, c'est-à-dire 7 millions de Français supplémentaires. C'est lorsque nous aurons suffisamment protégé les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, donc les personnes âgées de 75 ans et plus. Et puis, il y aura surtout l'arrivée d'autres vaccins, au fonctionnement différent, qui auront évidemment eux aussi été validés, parce qu'ils seront jugés sûrs et efficaces. Nous espérons ces vaccins avant le mois de mars. Pour certains d'entre eux, nous disposerons de grandes quantités qui permettront d'aller bien plus vite et de protéger un maximum de Français. Ces vaccins, en plus, ils ne sont pas conservés à moins 80 degrés ni à moins 20 degrés. Ils pourront être réalisés en ville directement auprès de vos soignants. Je rappelle à titre d'exemple que cette année, pour la campagne grippale, ce sont 1,5 million de doses de vaccins contre la grippe qui ont été écoulées en moins de 24 heures. Il m'est difficile de fixer ici un nombre de Français qui seront vaccinés à coup sûr avant l'été. Vous le comprendrez, puisque ça dépend de la validation en bonne et due forme de ces vaccins, et que nous ne pouvons pas le savoir tant que ces vaccins n'ont pas été validés. Mais je vous confirme qu'en tout état de cause, nous avons commandé 78 millions de doses qui sont normalement livrées avant l'été, entre les 5 principaux vaccins, c'est-à-dire les 2 qui existent déjà, et les 3 autres dont nous espérons qu'ils le seront, et évidemment, c'est suspendu au fait qu'ils soient validés. Chaque jour, nous publierons le nombre de vaccinations quotidiennes et cumulées.
Un système d'information permet aux soignants de faire remonter tous ces chiffres au quotidien. Il est opérationnel depuis lundi. Il nécessite encore quelques jours pour monter en puissance. Vous comprendrez que quand on demande aux soignants d'ouvrir des centres de vaccination, d'ouvrir des lignes de vaccination, de mobiliser les soignants pour qu'ils se fassent vacciner, il est compliqué d'exiger d'eux que tous les jours, à la bonne heure, ils fassent remonter les données, mais ce sera le cas très rapidement et vous aurez un accès libre à ces informations, évidemment. Pour l'heure, nous demandons aux agences régionales de santé de nous faire remonter chaque soir le nombre de vaccinations qui ont été réalisées et ce sont les chiffres que nous vous avons communiqués avec le Premier ministre. Pour conclure, j'ai conscience de l'impatience légitime de ceux qui, parmi vous, ont hâte de se faire vacciner. De tous ceux qui voient aussi dans le vaccin une chance de reprendre le cours normal de leur vie, retrouver leur emploi, leur université, leur salle de sport, le théâtre. Ce ne sont pas 6 jours qui font une différence face à la pandémie, ni quelques dizaines de milliers de vaccinés. Ce qui fera la différence, c'est notre engagement collectif dans cette reprise en main par l'homme d'un environnement qui était devenu défavorable. Faites-vous vacciner, aidez vos proches à se faire vacciner, réalisez la chance que la science nous offre. Le moment que nous vivons est historique, il connaîtra ses hauts, peut-être ses bas, ses grands moments d'engouement collectif, peut-être ses phases d'incompréhension, comme par exemple si nous devions manquer quelques jours de vaccin entre 2 ravitaillements. Mais à la fin, en nous vaccinant, nous sauverons des vies et nous retrouverons la nôtre. Je le redis, nous mettons tout en œuvre pour vous permettre de vous faire vacciner dans de bonnes conditions. Merci, Monsieur le ministre de la Santé. Vous l'avez compris, le déploiement de la vaccination dessine une perspective claire de pouvoir sortir progressivement de cette crise sanitaire à l'échéance, nous l'espérons tous, de l'été prochain. Pour autant, nous allons devoir vivre avec ce virus encore plusieurs mois. Nous ne baisserons donc pas la garde sur les gestes barrières, les tests ou encore les mesures de freinage. Ce serait irresponsable. Mais la vaccination est devenue la priorité numéro 1 de l'action du gouvernement. Nous sommes tous convaincus que c'est la vaccination la plus large, la plus massive et la plus rapide qui nous permettra de sortir de la crise. Ne confondons pas, néanmoins, vitesse et précipitation. Les choses doivent être faites dans le plus grand sérieux et le plus grand respect des personnes les plus fragiles, car nous avons besoin de l'adhésion de tous. Alors j'en appelle à la sérénité. Je demande que cessent les polémiques stériles qui n'apportent rien, sinon que d'inquiéter inutilement nos concitoyens, déjà fatigués et à fleur de peau du fait de la durée et de l'ampleur de cette crise inédite. On ne peut pas, alors que le match vient de commencer et qu'il durera plusieurs mois, prétendre dès les premières minutes, que dis-je, dès les premières secondes, qu'il est déjà perdu. Bien au contraire, nous relèverons ensemble le pari de la vaccination et nous surmonterons ce défi historique. Nous voulons à la fois permettre l'exercice d'un véritable droit à la vaccination, certes organisé en fonction de priorités sanitaires, et convaincre le maximum d'entre vous, précisément parce que nous avons pris toutes les garanties éthiques et médicales de se faire vacciner. Se faire vacciner, c'est se protéger soi-même, mais c'est aussi protéger les autres. Montrons que nous sommes une nation solidaire, une nation généreuse. J'en appelle une nouvelle fois à notre sens des responsabilités individuelles et collectives. Mes chers concitoyens, une phase nouvelle de la lutte contre la pandémie s'est ouverte. Il s'agit d'un défi humain et logistique considérable et inédit qui nécessite patience et détermination, et je ne doute pas de notre succès collectif. Je m'en tiens, mesdames.